Puis quand je prends la parole. Bonjour à tous. Mais écoutez, on est content de vous retrouver. Il est 11h30. Alors, on va encore donner quelques petits instants là pour que les personnes puissent se connecter tranquillement. Et on se donne, allez, 1 minute et puis on commencera en fait notre live. Alors, je vois que les personnes commencent à se connecter. Donc, en attendant, donc, tout d'abord aussi pour vous dire que vous avez la possibilité d'interagir avec nous, ne serait-ce que nous dire bonjour, c'est toujours sympathique quand on commence en fait un live, mais vous pouvez également commenter, nous poser des questions au fur et à mesure de ce live et on y répondra bien sûr à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas, on est là également pour répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle et le no-code. Allez, il est 11h31, on se lance. Donc, on a 30 minutes en fait ensemble. Et c'est notre premier live. Donc, premier live IA qui a participé. Donc, également format que l'on renouvellera en fait très régulièrement. Donc, et aujourd'hui, on a décidé de parler en fait de l'intelligence artificielle et du no-code, mais surtout comment les entreprises en fait peuvent tirer profit des données grâce à ces deux technologies. Et donc en fait, au programme, je ne suis pas toute seule en fait pour co-animer ce live. J'ai avec moi Pascal Corotti. Pascal, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi, je suis ingénieur-chercheur de formation. Donc j'ai commencé ma carrière dans la recherche pétrolière. Donc c'est là que j'ai eu mon premier contact avec l'intelligence artificielle et notamment dans la reconnaissance de couches géologiques en forage. Et puis j'ai accompagné un éditeur de logiciel dans le management de la communication client pendant une dizaine d'années, aussi bien sur son plan produit que sur la partie intégration de système. Et puis ensuite, j'ai surfé sur la vague de la transformation numérique. J'ai créé mon cabinet conseil en transformation digitale. Donc, j'ai à peu près 20 ans maintenant d'expérience dans ce domaine. Et puis aujourd'hui, eh bien, écoutez, j'accompagne Digitalant, donc je pilote la roadmap notamment d'IA No Code. Et j'accompagne les clients en consulting donc pour les aider à identifier, tester et déployer des solutions d'intelligence artificielle, et notamment sur leur cœur de métier. Voilà. Et puis pour ma part, donc Christelle Courant, donc j'ai à peu près le même nombre d'années d'expérience que Pascal, 25 ans que j'accompagne les clients, aussi bien en fait au travers de prestations de conseils et puis également d'intégration de solutions dans une logique de transformation digitale. Donc, bien que j'ai pu voir en fait un certain nombre de solutions technologiques, finalement, ce que l'on rencontre très régulièrement, les dénominateurs communs, c'est finalement les points d'attrition que l'on peut voir en fait dans des processus métiers, mais c'est également le traitement de la data, son cycle de vie et comment aussi on peut apporter une puissance beaucoup plus importante pour pouvoir prendre des décisions en fait très rapidement. Donc voilà un peu pour nos parcours. Vous donner juste en fait quelques mots sur la société Digitalant. Donc Digitalant est une société qui est spécialisée dans la business intelligence et puis également la data science. Depuis plus de 8 ans, nous accompagnons les entreprises, alors que ce soit des entreprises de taille petite jusqu'à des grands comptes, dans l'identification de gisements de données qui sont pertinentes et surtout créatrices en fait de valeur business, dans l'appropriation des technologies d'intelligence artificielle et également dans l'automatisation des processus guidés par le cycle de vie des données. Donc voilà pour cette première introduction. Alors, au programme. Donc tout d'abord, on va revenir en fait sur les définitions, sur les termes intelligence artificielle no code. Ensuite, nous aborderons le sujet des défis et des obstacles auxquels en fait sont confrontées les entreprises quand elles veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Également, nous aborderons en fait l'apport qu'a l'intelligence artificielle avec son approche no code. Et puis, je dirais après cette phase en fait théorique, c'est de passer aux démonstrations. Et enfin, nous terminerons par une conclusion. Alors, la définition, quand on parle d'intelligence artificielle, surtout que vous en entendez parler beaucoup en fait en ce moment, ce sont finalement des technologies informatiques qui existent depuis très longtemps, mais qui étaient dans le domaine en fait des scientifiques, des spécialistes, des chercheurs.
Et ces technologies, elles permettent en fait aux ordinateurs de pouvoir simuler des processus, tout simplement parce que grâce à l'intelligence artificielle, on les a dotés de capacités cognitives et donc qui simulent finalement en fait des prises de décision humaines. Et j'insiste bien sur la simulation puisque l'intelligence artificielle en fait propose des résultats à partir d'un apprentissage que l'on aura imaginé. Quand je dis on, ce sont les humains. Donc ces technologies permettent notamment d'accélérer, de mieux exploiter en fait des grandes quantités de données, quand je parle de données. Donc ça peut être ne serait-ce que des traces de navigation que vous laissez quand vous allez sur différentes applications web. Ça peut être également des images, des vidéos. Ça peut être également des fichiers que vous pourriez avoir aussi dans vos applications. Donc, vous voyez en fait qu'il y a une capacité extrêmement importante en termes d'exploration. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Avec l'intelligence artificielle, on peut faire de la reconnaissance vocale, on peut faire de la reconnaissance faciale, on peut également faire de la traduction automatique, faire de la génération de contenu, on peut également faire de la simulation, de la prédiction de tendance, prédire également des comportements d'utilisateurs. Donc, vous voyez qu'on est sur un domaine qui est extrêmement vaste. Donc, par exemple, pour un directeur financier, à partir des données financières dont il dispose en interne et qu'il pourrait également enrichir avec des données extérieures, ça lui permettrait de détecter notamment des fraudes ou en tout cas des comportements suspicieux qu'il pourrait avoir de la part de ses fournisseurs ou même de détecter des signaux anormaux. Au même titre qu'un directeur marketing, avec l'usage de l'intelligence artificielle, il pourra identifier des tendances et également prédire des comportements de consommateurs. Donc, voilà pour la première définition et le no-code. Donc, le no-code, finalement, ce sont des méthodes de développement logiciel qui permettent à tout à chacun, que l'on soit non informaticien ou informaticien, de très rapidement construire en fait des applications personnalisées par rapport à ce qu'on a envie de faire. Finalement, en fait, on va utiliser des éléments préfabriqués, un peu comme un jeu de Tetris ou de Lego, où au fur et à mesure, en fait, on va mettre des mini-programmes, en fait, qui finalement seront représentés par des fonctions, par des boutons, et on va les mettre bout à bout, et au fur et à mesure, on va avoir notre application. Donc, ce qui permet, au travers du no-code, finalement, c'est très rapidement d'avoir une application métier, de pouvoir l'utiliser, que finalement, on n'a pas besoin de maîtriser le langage informatique, et surtout également qu'on va gagner du temps en termes d'intégration avec des autres applications qu'on utilise déjà au quotidien dans nos activités professionnelles. Ça la rend accessible, et puis également un sujet extrêmement important qui est la réduction des coûts. Donc maintenant, si on fait le lien en fait entre l'intelligence artificielle et le no-code, on voit que véritablement, ça offre une puissance extrêmement importante aux entreprises, tant sur l'exploration des données, mais également sur une accélération des prises de décision à partir des résultats en fait qui sont soumis. Donc c'est ce que nous allons en fait aborder. Maintenant, quand on parle d'intelligence artificielle, finalement, on entend beaucoup de termes et finalement, on ne connaît pas véritablement la définition de tout ça. Donc, volontairement, je vous ai mis une représentation de nuages de mots. Alors, vous voyez, on va parler de données structurées, non structurées. Alors déjà, c'est obscur. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler de machine learning, de deep learning, de modèles, d'algorithmie, de mathématiques, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit « Oh là là, ça me paraît bien compliqué. Si je veux commencer à travailler avec l'intelligence artificielle, il va falloir que je maîtrise tous ces concepts. » Finalement, ce que va apporter en fait le no-code, vous voyez, c'est un effacement complet de tous ces termes. Donc, finalement, on n'a pas besoin de se poser la question, ce qu'il y a derrière, ce qui va nous préoccuper, nous, aujourd'hui et demain, ça va être surtout d'avoir des résultats pertinents qui vont pouvoir nous éclairer par rapport en fait à un contexte, à un cas d'usage, pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Et c'est ce qu'apporte en fait l'approche no-code de l'intelligence artificielle. Et donc, on y voit tout de suite en fait une issue qui est une démocratisation possible en fait pour tout le monde et au travers en fait de simples clics. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est depuis en fait ces derniers mois, il y a une émergence, une communication en fait à foison sur l'intelligence artificielle et particulièrement l'intelligence artificielle générative. Je vous parlerai de ChatGPT, certainement vous en avez entendu parler, où en fait, aujourd'hui, on est à plus de 100 millions de comptes utilisateurs en fait, qui ont été souscrits. Voilà. Et donc, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'on est dans une nouvelle ère technologique disruptive et est-ce que les entreprises doivent se lancer en fait sur ce sujet-là? Et Pascal, à ces questions-là, j'aimerais bien avoir ton avis.
Alors, merci Christelle. Effectivement, sur la transformation digitale, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se replonger un petit peu dans le passé pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce qui, aujourd'hui, eh bien, a fait les clients qui sont actuellement déployés et surtout ce que l'on peut voir dans nos diagnostics de maturité digitale. Donc, j'aime bien faire ce parallèle entre ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années avec la transformation digitale et maintenant l'IA. Donc, ces audits, en fait, nous permettent de qualifier les entreprises par rapport à là où elles en sont aujourd'hui dans la transformation digitale. Et donc, on a 4 typologies. Donc, on a les inactifs, en fait, qui, malheureusement, dans cette approche parcours client, centré client et engagement collaborateur, eh bien, ont été inactifs. Je dirais que le Covid, pour elles, a failli être fatal, hein, mais bon, elles s'en sont à peu près sorties et on les a d'ailleurs accompagnées pour les aider là-dessus, puisque non dématérialisées, elles avaient vraiment des soucis. Et puis, il y a eu une approche un peu opportuniste. Donc, l'opportuniste, c'est de dire, bon, finalement, bon, est-ce que c'est une révolution? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas trop. Je vais essayer finalement d'en faire une couche, une surcouche, et puis on verra bien. Et puis là, on s'est aperçu, et on s'aperçoit aujourd'hui, que cette approche, en fait, elle a provoqué une augmentation des effectifs hein, pour pouvoir arriver à traiter la complexité qui était liée au numérique. Puis après, on avait les réalistes, hein, donc on a les réalistes, donc eux, c'est de dire, OK, on va peut-être pas se lancer complètement dedans, on va être très pragmatique, on va prendre les parties d'activité qui sont les plus impactantes et puis on va les numériser. Et donc, on va faire quelque part du vertical. Et là, malheureusement, aujourd'hui, ils ont des difficultés en fait à pouvoir obtenir la vision 360 du client sur cette partie-là. Et puis, il y a eu les bâtisseurs qui ont cru tout de suite. Et là, ils ont fait un engagement profond, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre le sujet de façon transverse, de façon de bout en bout, d'avoir une vision complète de leur process et ensuite de construire les outils nécessaires autour de ces nouvelles technologies pour devenir eh bien customer-centric, qui le sont d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont extrêmement bien placés sur tout ce qui est parcours client et tout le front-to-back qu'on évoque. Donc, en fait, cette partie-là, elle est intéressante à voir parce que finalement, les choix qui ont été faits au début, au bout d'une dizaine d'années, contraignent certaines entreprises à investir beaucoup plus et être en fait en retard par rapport aux autres. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qui nous a beaucoup aidé et ce qui nous aide aujourd'hui très fortement, c'est qu'on utilise aussi dans ce domaine-là un outil no-code hein, qui est de la cartographie du parcours, des parcours clients et collaborateurs, qui véritablement en collaboration avec les métiers, avec l'informatique, avec l'ensemble des parties prenantes, nous permettent de vraiment co-construire quelque chose qui est transverse et qui nous permet de vraiment travailler le bout en bout. Alors, cet outil de cartographie, il est même intéressant hein, par rapport à ce no-code dans le parcours de la donnée. Donc, on l'utilise aujourd'hui pour réaliser les parcours de la donnée. Alors, concernant l'IA aujourd'hui, donc, on sait que, comme disait Christelle, ça fonctionne. Hein. On a l'IA générative qui va apporter beaucoup de simplification, d'automatisation. Mais comme vous pouvez commencer à le voir dans les journaux, il faut faire attention aussi à son utilisation. Ce n'est pas encore complètement sec. Hein. Il faut vraiment prendre ce qu'on vous fournit, avoir un esprit critique. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais aussi, ce qui est important de voir, c'est qui va développer tous ces outils d'intelligence artificielle sur ce qui fait le cœur de votre activité, ce qui fait le cœur de l'activité d'une entreprise. Donc, voilà. Donc, comment maintenir sa compétitivité, notamment en utilisant ce nouvel outil pour prédire, pour catégoriser, enfin pour mieux anticiper, voire pour automatiser. Donc là, une question se pose, est-ce que à ce niveau-là, aujourd'hui, vous seriez plutôt observateur, suiveur ou bâtisseur au niveau de l'IA hein, donc là, vous avez typiquement la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas. On pourra échanger tout à l'heure ensemble là-dessus. Enfin, en tout cas, notre conviction Digitalant, c'est que la démarche doit être bien entendu transverse. Elle doit impliquer tous les acteurs, donc notamment le métier dans la recherche des cas d'usage. Hein. Donc les cas d'usage qui vont augmenter la valeur ajoutée et qui vont surtout justifier les futurs investissements. Et puis, bien entendu, toute la partie IT, puisque le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la data. Et donc, l'IT est au cœur de cette structuration de la data, de cette fourniture de la data. Et bien entendu, le déploiement en production et surtout le maintien des niveaux de confiance et de qualité de ces nouveaux outils. C'est un peu particulier. On était dans un monde binaire. Maintenant, on est un peu dans un monde qui peut changer en fait en fonction des apprentissages. Alors,
Merci Pascal, notamment par rapport à la maturité digitale. Ce qui m'intéresse aussi, c'est notamment toi qui aujourd'hui accompagne les clients dans le cadre d'activités de conseil. Quels sont finalement en fait les pain points que tu entends quand tu es en atelier? Eh bien, en fait, je retrouve un peu ce que j'avais il y a 10 ans. Disons qu'on entend, bon, on a du mal, on en est encore très très loin, hein. Il faut qu'on arrive à progresser, notamment, je prends un exemple très récent, là, on est en train de déployer la BI, finalement, ça va être une continuité dans la BI. Donc là, moi, ce que je dis non, c'est pas du tout un prolongement des outils. Alors, c'est vrai que les éditeurs proposent chacun leur module de BI, mais c'est bien la capacité de réunir l'ensemble des informations nécessaires pour répondre à ces fameux cas d'usage, hein. Et donc, il faut vraiment le baser sur des expérimentations et une montée en charge progressive. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour le digital l'est encore pour l'IA à ce niveau-là. Après, on peut entendre, effectivement, on n'a pas les compétences, il faut qu'on recrute des data scientists, des data engineers. Voilà. Donc, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est, dans le cas des essais, essayez le no-code, hein, et vous verrez que peut-être ça vous aidera à progresser à ce niveau-là. Et puis après, on retrouve quelque chose qui est assez classique, hein, c'est que les attentes métiers, comment les satisfaire côté IT, hein, et côté métier, j'ai des inquiétudes, je ne comprends pas comment l'IA fonctionne, comment elle peut être appliquée à mon travail. Tout ça doit être accompagné, hein. Donc c'est ce que l'on fait avec les métiers. On fait des ateliers de co-construction, on leur présente ce qu'est l'IA, on leur présente des exemples très concrets. Grâce à des plateformes no-code, on est capable de leur montrer ce que l'on fait pour d'autres clients. Et là, à ce niveau-là, on peut, nous, de notre côté, prendre en compte les besoins du cœur de métier pour aider à identifier effectivement ces cas d'usage. Voilà. Donc, l'accompagnement outillé, hein, avec ce type de plateforme, no code, prend toute sa valeur. D'abord, on gagne beaucoup de temps, on le verra tout à l'heure, et puis on montre rapidement des résultats. Je mesure, je partage la progression avec l'ensemble des acteurs. Donc, on peut regarder maintenant un petit peu comment sont les organisations dans lesquelles on intervient. Alors, lorsque on n'utilise pas du no-code, on fait un peu en traditionnel, c'est-à-dire qu'il faut aller voir tous les experts, il faut discuter avec toute cette galaxie d'experts, et donc c'est assez complexe. Chacun a son discours, son dialogue, son vocabulaire et ses attentes. Et là, effectivement, les projets ont du mal à avancer et c'est extrêmement compliqué. Nous, ce que l'on constate avec le no-code, c'est qu'on a une organisation qui va pouvoir partager les différents résultats autour d'un même outil qui va en plus faire gagner beaucoup de temps, puisqu'on ne va pas développer du Python, on ne va pas aller chercher le meilleur modèle d'intelligence artificielle qui va répondre aux données, on va pouvoir s'entraîner, on va pouvoir itérer, on va pouvoir ajouter des données. Et donc, comme ça, on va pouvoir construire des cas d'usage qui sont vraiment proches de votre cœur d'activité et qui vont vous amener un avantage compétitif important. Voilà. Donc là, ça se passe en quelques semaines, hein, et donc c'est véritablement ce qu'on fait aujourd'hui pour nos clients, et on a des très bons résultats à ce niveau-là. Donc, pour vous résumer un petit peu l'approche virtueuse de l'IA no-code, hein, donc la première chose à faire, c'est de comprendre l'environnement, donc des deux côtés, aussi bien du côté du métier, comprendre qu'est-ce que l'IA, et de notre côté, comprendre quel est le cœur d'activité pour pouvoir analyser, imaginer quels sont les use cases. Alors, effectivement, par métier, on en a certains qui sont déjà implémentés. Christelle vous en présentera tout à l'heure en démonstration. Voilà, donc, et puis expérimenter, donc itérer, expérimenter, ne pas avoir à redévelopper des choses, ne pas avoir à attendre une semaine pour tester l'intuition, par exemple, qu'on peut avoir. Et à partir de là, on va entraîner des modèles, puis évaluer et ensuite déployer. Voilà, donc c'est de l'amélioration continue, une démarche incrémentale, de l'intelligence collective, une acculturation à la data, bien entendu, puisque, comme vous le voyez, avant de passer à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, il y a tout un travail qui se fait sur la compréhension de la donnée, son impact sur le business. Et puis, bien entendu, l'itération est amenée par l'agilisation qui permet de faire tout ça. Voilà, mais je crois que Christelle, tu vas nous présenter. Exactement. Écoute, merci
Ouais. Pascal, pour rappeler en fait des principes essentiels en fait quand on veut se lancer dans l'intelligence artificielle et notamment avec une approche no-code qui permet de réunir tout le monde et de parler en fait ensemble avec un même langage. Ce que je vous propose après cette phase en fait théorique, ben, c'est de passer en fait à la pratique au travers de 2 cas d'usage. Donc un premier cas d'usage qui est la prédiction du churn sur un portefeuille client. Et un deuxième cas d'usage, en fait, qui est la prédiction de l'évolution des prix des achats fournisseurs. Alors, on va se mettre à la place d'une personne qui est Alexandra. Donc, Alexandra est directrice commerciale, donc elle gère un portefeuille client. Ce qu'elle a pu constater, en fait, ces derniers mois, c'est que notamment, il y avait une augmentation de son churn client, donc un certain nombre, en fait, de clients qui partaient. Elle n'explique pas, elle ne comprend pas quelles sont les raisons, en fait, de ce churn. Elle voit également qu'il est de plus en plus difficile d'acquérir des nouveaux clients et surtout, de nouveaux concurrents viennent gagner des parts de marché, donc ce qui est pour elle extrêmement difficile. Et qui plus est, elle note également une insatisfaction des clients, donc elle se pose la question si les services qu'elle propose aujourd'hui sont alignés par rapport en fait aux attentes de ses nouveaux clients. Donc, ce que va permettre en fait une plateforme d'intelligence artificielle no-code, c'est notamment de pouvoir identifier et prédire les facteurs d'influence qui rentrent en considération dans ce churn client et de pouvoir évaluer le risque de churn par rapport à un profilage donc de nouveaux clients. Donc, comment en fait elle va pouvoir mettre en place finalement cette application analytique avancée, mais on va partir d'un échantillonnage de portefeuille client et on va faire fonctionner des modèles de machine learning. Donc pour vous illustrer ça, donc nous avons une vidéo. Donc là, je me suis connectée en fait à une application. Je veux créer le projet, donc Bank Churn. Donc j'importe mes données, donc un fichier que vous pourriez avoir en interne, voilà, qui va me servir en fait d'historique et d'échantillonnage pour créer mon projet. Donc, je l'importe en fait très facilement, vous voyez, toujours avec du clic-bouton. Ensuite, mon application me présente en fait le fichier qui est importé, donc elle a pu reconnaître automatiquement ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a commencé en fait à explorer ce fichier puisqu'elle m'a analysé le nombre de lignes, des valeurs manquantes, etc. Et elle peut me proposer également d'améliorer la qualité de ce fichier en fonction en fait des fonctions avancées que je veux faire en termes de nettoyage. Ayant appliqué ces fonctions avancées, j'ai un nouveau fichier qui a été mis en qualité. Donc, par exemple, là, j'avais sélectionné des doublons de lignes, etc. Voilà. Ensuite, je peux visualiser comment se répartissent en fait mes données dans cet échantillon. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de représentations. Donc, il suffit simplement que je clique sur différents axes en fonction de la façon dont je veux voir en fait la répartition de mes variables. Donc, vous avez aussi bien des diagrammes. Vous avez également là une représentation géographique puisqu'on a de la donnée géographique. Donc, ça me permet de voir également où se situent principalement en fait mes clients par rapport au jeu que je lui ai soumis. Et là, je vais commencer en fait l'entraînement d'intelligence artificielle. Je me mets en mode automatique parce que je suis un métier, je n'y connais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je veux prédire en fait potentiellement quels sont les clients qui peuvent être susceptibles en fait de partir. Donc, j'ai actionné donc la plateforme. La plateforme me propose automatiquement les meilleurs modèles, avec également un certain nombre de variables qui permettent de confirmer en fait le scoring. Et là, je vais lui soumettre en fait un nouvel échantillon. Donc, je ne sais absolument pas si ce sont des clients qui sont susceptibles de partir ou pas. Et automatiquement, la plateforme va, au travers des modèles que l'on a entraînés, me trouver des résultats. Et donc, notamment, ce qu'elle va pouvoir me représenter, c'est le niveau de précision pour chacun des clients, donc chaque client étant représenté par une ligne, me dire à partir de cette prédiction s'ils sont susceptibles en fait de partir ou pas. Donc, ce qui me permettra aussi par la suite de pouvoir mener en fait des actions correctives ou des actions bien particulières auprès en fait des clients qui sont susceptibles de partir pour éviter ce risque. Donc, ce que l'on voit au travers du tableau de bord, c'est notamment quels sont les facteurs de risque en fait qui sont influents dans le churn. Je peux voir également la répartition en fait des profils qui sont susceptibles de partir, par exemple par rapport à leur âge, mais également par rapport à un profilage homme-femme. Ce que l'on peut voir également, c'est qu'il y a des différences aussi en fonction des pays. Et donc là, je suis rassurée également puisque je peux analyser et voir en fait quel est le niveau de précision qui est associé en fait à chacun de ces nouveaux clients. Donc, ce qui me permet d'avoir un éclairage supplémentaire.
Maintenant, je vais vous présenter en fait un deuxième cas d'usage. Alors cette fois-ci, je ne suis plus directrice commerciale, mais je suis directeur des achats, donc je suis Michel. Et donc aujourd'hui, en fait, je travaille avec un panel de fournisseurs. Et ce que j'ai pu constater ces derniers mois, c'est que notamment, il y avait une fluctuation extrêmement importante au niveau de mes achats. Et notamment, j'ai pu constater également qu'il y avait une inflation extrêmement importante sur certaines matières premières qui rentrent dans la composition de mes produits, de mes achats. Et donc, pour moi, c'est extrêmement gênant puisque finalement, j'ai une difficulté à maîtriser mon budget. Finalement, j'ai une dépendance aussi extrêmement forte à des fournisseurs. Je me rends compte que je ne les connais pas si bien que ça. Et puis, c'est surtout aussi, je n'arrive pas à factualiser quels sont les facteurs externes qui vont pouvoir impacter mes achats en fait dans le temps. Donc, ce que va apporter également donc une plateforme via NoCode, ça va être de pouvoir prédire l'évolution en fait des prix des achats pour chacune des catégories d'achats en fonction de facteurs externes que j'ai identifiés, de pouvoir également avoir une meilleure connaissance de mes fournisseurs parce que ça va me permettre d'identifier les fournisseurs qui présentent en fait des prix qui sont anormalement élevés et par la suite aussi d'optimiser mes négociations avec les fournisseurs. Donc, même principe, je vais partir en fait d'un historique d'achat. Je vais également l'enrichir avec des données externes. Donc, ça, on verra dans ce deuxième cas d'usage. Et je vais faire fonctionner à nouveau en fait des modèles d'intelligence artificielle. Donc, on lance la vidéo. Donc, vous commencez en fait à reconnaître l'interface. Donc, je crée un nouveau projet. J'importe à nouveau en fait un fichier. Donc, qui va me permettre en fait qu'il y ait un historique de mes achats précédents avec les fournisseurs. Donc, vous voyez qu'on importe. Ensuite, j'ai à nouveau une visualisation en fait de ce fichier. Donc, vous voyez que ce fichier il a une forme différente. Les variables ne sont pas les mêmes également. Je peux à nouveau pouvoir mettre en place des fonctions d'amélioration. Donc là, en l'occurrence, étant donné que je veux prédire dans le temps, en fait, les prix de mes fournisseurs, la notion temporelle est extrêmement importante. Et donc là, je vais formater les dates sous un certain modèle tel que je le souhaite. Donc, ce formatage a été fait. Donc, j'ai un nouvel échantillon qui va me permettre par la suite, en fait, d'actionner mes modèles d'intelligence artificielle. Donc, à nouveau, vous avez une visualisation qui me permet de voir la répartition, en fait, de mes données, de mon échantillon. Donc là, on va avoir des axes par fournisseur. On peut voir également comment se répartissent aussi les prix sur cet échantillonnage. Donc, vous voyez que les représentations sont différentes du cas d'usage qu'on a pu voir précédemment. Et donc là, maintenant, je vais actionner mes modèles d'intelligence artificielle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir prédire unitairement en fait, les achats pour chacun des fournisseurs. Donc, je lui choisis en cible le prix unitaire. Je lui dis maintenant, ce prix unitaire, je le veux par fournisseur. Je veux également que tu me donnes la prédiction par jour et sur une période de 15 jours. Et donc là, la plateforme va entraîner les modèles qui sont adaptés et automatiquement, comme par magie, je dirais, vous avez les résultats également par rapport aux différents modèles qui ont été actionnés. Maintenant, je vais lui soumettre également donc une nouvelle période. Et là, ce que je vais attendre de ma plateforme, c'est qu'elle puisse me prédire, donc dans le temps, comment en fait vont réagir et quels vont être en fait les prix par fournisseur. Donc, ce que vous voyez, une représentation là, une courbe en bleu. Donc, ça, c'est tout mon historique qui m'a permis justement d'entraîner mes modèles d'intelligence artificielle. Et cette courbe continue en rouge. Et cette fois-ci, en fait, c'est la prédiction qui m'est donnée par l'application. Donc, maintenant, je me mets dans une situation où j'utilise tous les jours en fait un tableau de bord pour me voir en fait, pour voir dans le temps. Bien au-delà des 15 jours, la répartition. Et là, en fait, ce sont mes KPI qui vont me permettre de piloter mon activité et surtout piloter mes achats et mieux négocier avec les fournisseurs. Et donc, bien sûr, si je le souhaite, je peux aller dans le niveau de détail. Donc, pour chacun des fournisseurs et pour chaque date, en fait, quel est le prix qui est estimé par l'application. Et également, j'ai mon intervalle, en fait, de confiance. Donc, vous voyez qu'on est sur deux cas d'usage qui sont très différents, mais finalement qui sont très orientés métier, qui ne nécessitent aucune connaissance informatique. C'est simplement, en fait, de savoir ce que l'on a envie de faire avec des données. Et puis également, automatiquement, l'application se lance. Donc, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle avec une approche no-code. On arrive à la fin.
Je dirais il est midi, on a un petit peu de retard. Je souhaiterais en fait poser 2 questions à Pascal avant d'arriver à la conclusion. C'est tout d'abord, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux entreprises qui souhaiteraient implémenter l'intelligence artificielle et le no-code? Moi, ce que je leur conseillerais, c'est déjà de commencer par identifier donc les processus et les domaines où l'IA et le no-code peuvent apporter une valeur ajoutée. Hein, donc, c'est évidemment de se faire accompagner par des gens qui connaissent bien le métier, de former effectivement les métiers, de former les futurs utilisateurs ou contributeurs, hein, des futures solutions. Bien entendu, de choisir les outils qui leur permettront de bien répondre. Hein. On a vu que le no-code apportait véritablement quelque chose d'important là-dessus, dans la recherche des cas d'usage, dans la recherche de la valeur et de la recherche là où va se apporter toute la puissance de l'IA. Hein, il est également important de mettre en place des mécaniques de suivi, hein, on l'a vu aussi pendant cette présentation, et d'évaluer l'impact évidemment de la mise en place de ces technologies. Mais je dirais qu'il faut évidemment rester pragmatique, hein, comme on l'a vu, c'est grâce à des tests et à une vision globale qu'on est en capacité d'aller plus loin et de construire en fait sa future solution d'IA pour son métier, pour son cœur de métier. Et donc ça peut très bien aussi commencer tout simplement par des fichiers Excel ou des informations en provenance des applications. On peut voir effectivement ce que l'on peut en faire à partir de ça et commencer de façon assez simple. Merci Pascal. Et donc une deuxième question, c'est comment les entreprises peuvent identifier en fait des opportunités qui sont éligibles à l'intelligence artificielle dans leurs opérations? Est-ce que tu as une méthode? Oui, en fait, on fait des ateliers de co-construction. Je dirais qu'en 3-4 ateliers, en échange, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc, nous, on interroge sur certaines thématiques, mais on présente aussi des cas que l'on met en place chez nos autres clients, hein, pour faire du mimétisme. On regarde aussi les datas, hein, qui sont à disposition et à partir de là, on est en capacité assez rapidement de mettre en place quelques cas d'usage, alors qu'ils sont soit pédagogiques, soit directement vont amener vers un ROI et vont amener vers une décision budgétaire pour justement les mettre en place, les mettre en production. Merci. Donc finalement, en fait, en quelques ateliers, on peut très rapidement obtenir des résultats autour de l'intelligence artificielle avec l'approche no-code, si je comprends bien. Tout à fait. En plus, on peut monter un dossier pour aller le présenter aux décideurs, hein, qui vont décider d'allouer ou de déclencher, dans des cas de no-go, la mise en place de ces POC. On travaille évidemment toujours de cette façon-là, hein, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des pré-POC, des sortes de maquettes qu'on va travailler avec le no-code, puis on va passer au POC pour montrer sa capacité à être déployée, bien entendu en production, extrêmement important, et après on va aller rencontrer les COMEX ou les directions générales pour leur présenter les dossiers, pour déclencher des budgets, en leur montrant effectivement la puissance et la valeur que peuvent dégager l'ensemble de ces cas d'usage. Très bien. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'intelligence artificielle, nos codes sont 2 technologies complémentaires et qui permettent d'actionner le potentiel, en fait, de transformation des entreprises et surtout la combinaison des deux va permettre de créer des outils extrêmement puissants, très rapidement, permettant d'automatiser des tâches et surtout aussi de pouvoir, en fait, identifier des leviers de performance au niveau des entreprises. Écoutez, on arrive au terme en fait de ce live. On a un peu débordé, il nous reste quelques minutes, notamment si vous avez des questions à nous poser. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Donc ne soyez pas timide. Je dirais toute question est intéressante et notamment pour pouvoir partager ensemble. Sinon, à la fin de la présentation, on vous enverra un petit questionnaire aussi, hein, donc vous recevrez un lien. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions après, à nous les poser. Oui, si vous n'osez pas en fait poser les questions là dans le cadre du live, vous pouvez bien sûr prendre contact avec nous en message privé. Ce sera un plaisir en fait d'échanger. On prendra un temps un peu plus long également pour vous partager également notre approche. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va terminer. On vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas si vous avez également des sujets que vous aimeriez que l'on aborde par la suite. C'est pour nous toujours intéressant. Donc, sachez également que vous avez la possibilité de revoir en replay ce live. Et puis, écoutez,
On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Bon Bonne journée. et bonne journée. Et bon appétit. Au revoir. Au revoir.